Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB Reportage VIP Presse à Dombrante. Alors vous écoutez aujourd'hui notre émission radio, les rencontres de RVPB spéciale 24e édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, qui a été donc organisé ce samedi 16 octobre par le comité de sauvegarde du Vieux Village. Initialement, il avait lieu le 26 septembre, mais il a été décalé de par des conditions météo. Et donc, le Salon du Livre a été de retour donc ce samedi 16 octobre pour cette 24e édition. Alors, dans notre émission radio, bien sûr, vous pourrez retrouver nos artistes musicaux. Alors, on diffusera notamment les titres de M. Boudax et celui de Roger Serge. Et ensuite, donc, je vais vous présenter rapidement cet événement littéraire qui a donc eu lieu ce week-end à Saint-Laurent-du-Var, donc organisé par le comité de sauvegarde. C'était donc de 10h à 18h sur la place Castillon, entrée libre. Il y avait de quoi se restaurer également, sous condition du pass sanitaire notamment, mais il y avait de quoi se restaurer avec des pambagnas, soca, etc. Des dédicaces d'auteurs, et il y avait à partir de 14h la fête des châtaignes et des vendanges pour les petits et les grands, organisés par le village. Donc pour cette année 2021, à noter le parrain d'honneur qui est l'auteur laurentin René Keul. Il propose ses livres en dédicace, alors je vais pas tous les citer mais en quelques-uns quand même. La série Louise, Dans l'ombre de mes souvenirs, et son dernier ouvrage Onde de choc, préfacé par le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura. Alors à retrouver également sur ce salon du livre l'autrice niçoise habituée des salons littéraires de la Côte d'Azur. Elle était en dédicace, c'est Laurence Dionigi, pour ses livres Les grandes oubliées de l'art, L'érotisme dans l'art, Opération d'encre et d'azur, La légende des couleurs, Féminin en art majeur et sa série jeunesse Yannou Pilou. Ensuite, la maison des éditions RIC proposait sur son stand les livres de ses auteurs. Alors je vais pas pouvoir tous les citer mais quelques-uns quand même. Patrick Lecointe avec sa série RIC, Jean Baudouin pour Je voulais être marin, Jacques Delisle, Éric Lorca, Fabienne Anglaré, Gabriel Machiavelli, Claude Catulle pour son livre Théâtre au cœur, une vie parallèle, Didier Bonafou, Aimé Fournier, les carnets d'Aimé Fournier, Corinne Teboul-Fasquelle, Patricia Sivel et Daniel Boéry pour son ouvrage La 53e des anecdotes naturelles. Voilà, pour retrouver tous les auteurs de la maison des éditions RIC, le plus simple c'est d'aller sur leur site www.édition-ric.fr. Ensuite, il y avait d'autres stands à découvrir, bien sûr, notamment Christelle Cocheteux et l'école Enjoy School de Cagnes-sur-Mer pour leur livre Au collège et déjà espion, l'autrice laurentine Anne Aurès pour son livre Diplomatie du sang, l'autrice canoise Martine Jorgueyen-Vachérier pour son livre Tu sais maman, en hommage à son fils décédé au Brésil, l'autrice monégasque Florence Dabézy-Fraisse pour Diagonale et Poker toxique, Muriel Brossé, autrice laurentine pour Le pistil de Muriel distille son miel, et Existence calvaire ou Existence riche de sens. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sa page Facebook Poussière d'étoiles. Et bien sûr, une autre autrice encore à découvrir, mais je peux pas tous les citer dans notre émission radio, sinon il aurait fallu prendre la journée. Françoise Pacou pour Voyage gourmand autour du monde et méli-mélo de recettes ensoleillées. Pour redécouvrir tous les auteurs en intégralité de ce salon du livre, je vous propose d'aller sur le site internet. Vous allez sur Google et vous tapez comité de sauvegarde du Vieux Village de Saint-Laurent-du-Var. Vous retrouvez le site web du comité et là, je pense que vous trouverez la liste complète de tous les auteurs. Voilà. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici,
plus rester le nez collé à ma fenêtre. Ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Alors donc dans notre émission radio Les Rencontres de RVPB, je vous propose de découvrir 3 interviews radio avec la rencontre de 3 auteurs et autrices. Donc Laurent Reynaud qui va nous parler de ses 15 ouvrages, dont le dernier né, Mortel Engrenage, confession d'un assassin aux éditions RIC. On va parler avec aussi Julie Génère pour son premier livre, un roman à suspense, Misseline, souvenir d'un amour incompris. Elle est en auto-édition pour l'instant, mais elle est en pourparlers pour avoir une maison d'édition. Et on va discuter également avec Sergueï Kolesnikov pour son essai Vérité et mensonge du marxisme. Alors bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online, je suis avec l'auteur Laurent Reynaud qui va nous parler dans quelques secondes de son livre Mortel Engrenage, confession d'un assassin. Bonjour Laurent Reynaud. Bonjour, voilà, donc ce roman est l'histoire d'un homme qui n'avait pas du tout vocation à devenir assassin et qui, poussé par des circonstances, donc a commencé par remettre un premier meurtre et puis ça s'est enchaîné au fur et à mesure et donc ce monsieur en a commis plusieurs et il y a dans l'histoire un commissaire qui était chargé de la première enquête et qui par hasard quand l'auteur l'assassin est venu dans la région, il lui avait été muté à Beaulieu, enfin dans un commissariat de Beaulieu. Et donc il a suivi et il n'arrive pas à résoudre cette enquête. Il est pris d'une certaine empathie pour l'assassin parce que il sait pas, il dit peut-être c'est lui, peut-être bon, il y a des signes qui ça peut être lui, puis d'autres où le type est très malin, quoi. Et puis au moment de la retraite, il a quand même gardé les liens avec l'assassin et au moment de la retraite, il dit ça y est, ça c'est 2 affaires parce que lui il n'en connaît que 2 au départ qui seront jamais résolues, quoi. Et l'assassin en faisant
une randonnée à Aise, tombe dans un ravin et se tue. Donc le commissaire est obligé d'aller chez lui pour ouvrir les portes et puis tout ça. Et qu'est-ce qu'il trouve? Le cahier où l'assassin fait sa confession et raconte toutes ces histoires. Alors après, qu'est-ce que va en faire le commissaire? Je ne veux pas en parler parce que c'est une chute. Ce que va faire le commissaire de cette confession, c'est une chute un peu inattendue, mais voilà, on ne peut pas la dévoiler parce que ça serait. Tout à fait. Voilà. Alors c'est votre 15e livre, hein, c'est mon 15e livre. Alors, le premier, c'est donc très autobiographique, comme souvent les auteurs, c'est comme ça. Et c'était sur l'Algérie. Bon, ça faisait. Moi, j'ai passé 3 années là-bas, comme beaucoup de jeunes de l'époque. Et on remue les souvenirs et tout, et un beau jour, donc j'ai fait une biographie romancée. Voilà, bon, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas moi, mais tout ce qui est dedans est exact, quoi. Et ce livre va reparaître, parce que l'éditeur a abandonné ses droits, et donc il va reparaître sous un autre titre, aux éditions Douro, qui sont filiales de Plomb. Oui. Et donc il va apparaître là, au mois de novembre, un peu remodelé, arrangé, et puis alors donc tout ce qui est dedans est exact, sauf que c'est pas forcément moi qui suis le héros du roman, quoi. D'accord. Alors ce livre Mortel Engrenage, donc qui vient de sortir cette année, il a été écrit dans la région? Oui, alors il s'étend de. On voit un petit village en couverture. Voilà, c'est Aise. C'est Aise. C'est Aise. Okay. En fait, c'est la photo de Aise parce que le roman en fait se termine à Aise. Ah, d'accord. C'est là que se dénoue l'intrigue et tout, etc. À Aise. Sinon, il passe par Étretat, la région parisienne. Enfin, il fait un peu le tour au fur et à mesure des déplacements de la personne. Et comme il finit par se retirer ici, donc quand il meurt, c'est ici à Aise, sur le chemin sur le fameux chemin de l'écrivain. Dans le secteur de Aise, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, vous avez mis combien de temps pour écrire un livre comme celui-là? Moi, j'en écris un tous les ans, presque. Ah, tous les ans. Ouais, d'accord. Voilà, Bon, alors, ils ne sont pas tous édités. J'en ai, je crois, une trentaine peut-être même, qui sont prêts à partir si vraiment ça marche, mais à peu près tous les ans. Celui-là, avec le Covid, la Covid, ça a été un peu plus vite parce que on ne pouvait pas sortir. Plus de temps. Voilà. D'accord. Mais j'en ai. Quand ça me prend, j'ai l'inspiration. Donc j'écris un roman, je le mets dans le coin et puis souvent il ressort. Enfin celui-là il est nouveau, tout à fait nouveau parce que le polar en tant que polar, j'avais pas écrit encore là-dessus. Et ça m'a intéressé, de faire un polar, quoi. D'accord, ok. Quelle est votre actualité dans les prochaines semaines? Là, aujourd'hui, on est au Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Oui, alors j'ai un prochain salon à Paris, au Blanc-Manteau, pour le nouveau roman qui va sortir, celui qui est réadapté de mon premier roman sur l'Algérie. Donc, il va ressortir au salon, au Blanc-Manteau, fin novembre. D'accord. Alors celui-là, il est édité auprès des éditions RIC, qui est un éditeur à Cagnes-sur-Mer. Comment vous avez trouvé cette maison des publications? Écoutez, j'avais fait ici pour une autre maison d'édition qui s'appelait Sidney Laurent. J'avais présenté un livre ici et j'ai fait la connaissance donc de Patrick Lecointe. Puis on a sympathisé comme ça. Puis le temps a passé avec la Covid et puis tout ça, donc on se voyait plus. Et puis on s'est retrouvés par hasard. Et puis donc, ce qu'il m'a proposé me convenait parfaitement. Et je peux dire qu'il est très, très efficace. On doit être allé dans les 300 exemplaires en 15 jours, 3 semaines. Là. D'accord. Donc il est très, très efficace, il est très actif. J'en suis enchanté. Alors pour se procurer ce livre Mortel Engrenage, donc bien sûr sur le site des éditeurs, donc édition-eric.fr, mais on peut aussi se poser la question comment avoir vos autres livres. Donc si vous avez les coordonnées Amazon, Amazon, la Fnac, Cultura, et puis tout un tas quand on regarde sur Internet, tout un tas de librairies qui l'ont. Il y a peut-être une cinquantaine
d'endroits où on peut se procurer, plus dans certaines librairies. Des librairies, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est surtout des cafés et tabac ou des trucs comme ça qui font ça. Vrai, oui. Il y en a plusieurs. Okay. À Cannes et à la Cocotet, à Cannes et au Canet. La Cocotet. Voilà. Ok. Voilà, ouais. Bon, mais ok. Ben, merci beaucoup, Laurent Reynaud, pour c'est moi qui vous remercie. Livre, Mortel Engrenage, Confession d'un assassin, aux éditions RIC. Ok. Merci à vous, bonne journée. Merci, à vous également. Alors bonjour Julie Génère, je suis avec vous pour notre émission RVPB sur le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Alors vous avez écrit un premier livre qui est Misseline, souvenir d'un amour incompris. Alors parlez-nous un petit peu de ce livre. Alors ce livre, donc c'est un livre que j'ai sorti en auto-édition au mois de mars. C'est l'histoire c'est une romance à suspense, une romance dramatique. C'est l'histoire de la vie d'une femme, donc depuis ses 7 ans jusqu'à sa dernière ride. Et donc la petite fille va avoir un coup de foudre à l'âge de 7 ans. Et elle va vivre ces émotions en fait de manière renfermée. Donc elle va pas en parler et elle va quitter le village parce qu'elle doit suivre ses parents et déménager. Alors il faut savoir que l'histoire se passe au début du XXe siècle. Oui. Donc elle va déménager avec ses parents et elle va revenir que quelques années plus tard dans son village natal pour remplacer en tant qu'institutrice la maîtresse du village qui part à la retraite. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc à cet instant, elle va revoir cet amour d'enfance. D'accord. Et tous ses sentiments vont refaire surface. Et elle va essayer de l'éviter. Et ça va pas se faire. Donc elle va, malgré elle va se retrouver face à lui. Et son destin va être complètement chamboulé. D'accord. Voilà. Donc c'est l'histoire. Donc c'est beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions. Et voilà. D'accord, en tout cas c'est une belle histoire, c'est sympathique. C'est votre premier livre, a priori, du coup, vous m'avez expliqué. Donc voilà, c'est mon premier livre, donc sorti en auto-édition au mois de mars. Cette année, en mars. Là, vous êtes au Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, donc c'est une des premières fois que vous faites un salon. C'est ça, dans la région. C'est mon premier salon. D'accord. Donc je découvre ça et c'est très agréable de rencontrer. Et vous êtes du département ? Alors j'habite à Biot. D'accord, ok. Voilà, donc... ça aurait pu être le village de Biot, par exemple. C'est ça, ça aurait pu. Ok, et sinon, vous êtes aussi en contact pour refaire publier ce livre dans une maison d'édition à Cagnes, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc en fait, j'ai rencontré il y a 3 semaines Patrick Lecointe, donc qui travaille aux éditions... RIC, oui. RIC, voilà, tout à fait. Et donc il va... donc je lui ai proposé mon livre. Voilà, vous êtes en pourparlers. Voilà, on est en pourparlers, c'est exactement ça. Donc ils l'ont lu, ils l'ont trouvé super. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut collaborer ensemble et puis avancer avec les éditions RIC. Et puis c'est une bonne nouvelle parce que j'aime beaucoup les dynamismes qu'il y a dans l'équipe. Là, je découvre au salon un peu tout le monde et c'est chouette. Oui, et puis en plus, ça peut vous emmener à faire d'autres salons du livre par la suite dans les prochaines semaines en plus, donc les prochains mois. Voilà, c'est ça. Et puis c'est... Au début, ça fait peur, mais je crois que ça y est. En fait, tout le monde est hyper bienveillant. Donc, alors, est-ce qu'il y a un moyen de se procurer, en tout cas, ce livre en attendant qu'il soit publié ailleurs ou sous un autre nom ou autre voilà. Pour le moment, donc, mon livre est disponible sur Amazon, en brochet ou en e-book. Oui. Et aussi à La Joie de Lire à Antibes. D'accord, la librairie. Ok. Et du coup, vous avez une page Facebook, quelque chose peut-être? Alors, j'ai une page Facebook, Julie Génère Auteur. J'ai aussi un compte Instagram, donc pareil, Julie Génère Auteur, et un site internet. Ok, oui, allez-y, donnez-le. juliegénère.com. Ok, voilà, là c'est noté. Je pense que les auditeurs ont tout au cas où pour venir se procurer ce livre. Merci à vous, Julie Génère. Merci, puis n'hésitez pas à venir sur le salon. Me parler aussi, parce que c'est toujours avec plaisir que j'échange. Merci à vous, au revoir. Merci à vous, au revoir. Toi l'ami qui va par les villes autour du monde, sur tous les chemins regarde derrière toi. Des amis sont là, tout chaud dans tes bras. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Ta guitare rythme au son de tes rencontres et vibre 1000 fois de nouveaux accords.
le temps te dure au loin de tes décors. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. De Margot à Péronnelle, vous êtes demoiselles. Derrière vos carreaux, colportant les ragots. Pas d'amour à saisir dans vos propos. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Margot, Péronnelle, demoiselle, derrière vos carreaux, colportant les ragots. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Alors depuis notre émission Radio RVPB, depuis le Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, je suis avec Sergueï Kolesnikov, auteur aux éditions RIC, qui va nous parler de son nouveau livre. Bonjour Sergueï. Bonjour Jérôme. Alors je viens de sortir Vérité et mensonges du marxisme. C'est ma thèse de doctorat qui n'a jamais pu aboutir parce que j'avais été bloqué idéologiquement par un mur de verre on ne voit pas, qui était idéologique et qui n'a pas changé, qui est toujours là depuis donc ça remonte à plus de 50 ans en arrière. Et alors Vérité et mensonges du marxisme, parce qu'à l'époque à l'université, moi je suis tombé dans la lignée économie générale, parce qu'on avait le choix entre économie générale pour comprendre la société ou bien gestion pour apprendre à faire de l'argent. Et je me suis retrouvé avec des gens qui voulaient comprendre comment fonctionnait la société, mais à l'époque ils étaient tous staliniens, trotskistes, gauchistes, maoïstes, etc. Et moi j'étais déjà plus que réservé à l'égard du marxisme, c'est peut-être mes origines russes blancs. Et comme j'étais tout seul, je ne gênais personne, mais pour pouvoir dialoguer, j'ai donc commencé à mettre mon nez dans le bouquin de Marx, Le Capital. Et je me suis aperçu que il y avait quand même des problèmes. Alors parce que j'ai quand même bossé pendant plus de 5 ans là-dessus à fond. À la fin, j'en savais plus que mes profs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils m'ont royalement fichu dehors en me disant il y a d'autres universités qui vous tendent les bras. Donc là, c'est là que j'ai passé mon agrégation de sciences sociales et j'ai continué à petite vitesse. Donc 40 ans après, je sors ce pavé. D'accord. Vérité et mensonges du marxisme. Voilà. Alors c'est en gros, on peut pas dire que Marx il a tout faux ou il a raison sur tous les plans. Mais ce qui est intéressant chez Marx, évidemment, c'est qu'il met l'histoire, la sociologie, la politique à l'intérieur de l'économie, et sinon on comprend rien. Voire
les libéraux, par exemple, pour lesquels la société c'est un individu dans sa bulle, plus un individu dans sa bulle, plus un individu dans sa bulle, etc. Bon, ça c'est simplement c'est de la connerie. Mais Marx l'avait dit. Ça dérive très vite vers l'idéologie, les querelles scientifiques entre guillemets. Bon, il a dit des choses très intéressantes sur la barrière de classe, sur la loi de la prolétarisation, la concentration des entreprises, etc., etc. Mais il a dit d'énormes conneries parce que c'est aussi un gars du 19e siècle. Donc c'est un scientiste qui s'imagine qu'il y a un Dieu caché dans la matière, et il appelle ça les contradictions internes du matérialisme historique ou dialectique avec Engels. Et c'est ce Dieu qui serait à l'œuvre à travers les contradictions pour mouvoir la société. Alors en réalité, rien de tel. La société se meut par les hommes qui agissent, qui la composent et qui sont entreprenants, qui veulent bouger les choses, entreprenants dans tous les sens, pas simplement économiques, mais aussi les revendications sociales, politiques, etc. Et donc par exemple pour la révolution industrielle, est-ce que c'est une classe, à savoir la bourgeoisie, qui a fait la révolution industrielle? Eh bien, pas du tout. La réalité historique, c'est que c'est aussi bien des gens des classes populaires, des ouvriers, des classes bourgeoises, des petits artisans, ou de l'aristocratie, des grands fermiers, des landlords, qui ont fait la révolution industrielle. Donc, c'est les gens les plus entreprenants. Et l'histoire de la lutte des classes ne s'adapte pas du tout à l'histoire. Elle n'explique absolument rien. Ça, je le montre dans mon livre, ni dans la société antique, la lutte des maîtres et de l'esclave, comme s'il y avait une lutte, si vous voulez, l'esclave qui se rebellait était tué, crucifié, point barre. Il n'y avait rien d'autre que ça. D'ailleurs, Engels le reconnaît. Mais c'est pas ça qui a fait passer le monde antique vers la féodalité. C'est des choses qui sont inexistantes dans la littérature marxiste, à savoir les grandes invasions barbares, voilà, et le christianisme qui a sécrété l'Occident médiéval chrétien. Alors ensuite, cet Occident médiéval chrétien, il a été soi-disant le théâtre d'un affrontement serf. Mais rien de tel. Les serfs ont donné des jacqueries on est passé du Moyen-Âge à la monarchie avec les efforts des grands princes pour bâtir des États-nations. Donc c'est le politique et non pas du tout l'économique qui est à la racine de ces changements. Après, par exemple, la révolution politique. Par exemple, on prend souvent l'exemple de la révolution politique française de 1789. Eh bien, est-ce que c'est la victoire de la bourgeoisie? Absolument pas du tout. La révolution politique de 1789, c'est la victoire de beaux parleurs, d'idéologues, des avocats, qui sont croyants et perdus dans ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'hommisme, et qui ont créé cette révolution, qui a d'ailleurs gêné, plutôt qu'autre chose, le développement du capitalisme français. Donc les choses sont beaucoup plus complexes que ce que Marx veut bien dire. Alors à la fois, il est ridicule de balayer Marx d'un revers de main, notamment la barrière de classe, elle existe bel et bien. Et par ailleurs, il est également ridicule de vouloir tout ramener à la lutte des classes, parce que ça n'explique rien. J'ajoute simplement pour terminer que la lutte des classes, quand on dit mais voilà, vous le voyez pas, les manifestations dans la rue, les inégalités sociales, etc. Ça, tout le monde le voit, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que Marx appelle la lutte des classes. Ça, c'est ce que François Guizot, Adolphe Thiers, les vrais initiateurs du concept, appelaient lutte des classes, c'est-à-dire sans cette dialectique. Mais cette dialectique, c'est de la connerie. Voilà.
Ben, merci à vous, Sergueï Kolesnikov, pour tous ces renseignements sur votre nouveau livre. Du coup, Vérité et mensonges du marxisme. On peut se le procurer sur le www.édition-ric.fr. Voilà, c'est toujours, je suis toujours fidèle aux éditions RIC. Maintenant, nous avons une centaine d'ouvrages au catalogue. Nous sommes connus depuis une dizaine d'années. On fait notre petit bonhomme de chemin et on est dans ce que j'ai souvent appelé la science du souterrain, c'est-à-dire on n'est pas dans la science qui a pignon sur rue, à qui la télévision déroule le tapis rouge, qui a le droit de parler, qui est prise au sérieux, qui est invité pour les colloques, etc. Nous, non, pas du tout. On est parce que les gens s'imaginent souvent que la science, il y a la science, mais non, la science, ça n'existe pas. Il y a toujours des courants scientifiques qui se combattent, et ce n'est que quelques siècles après que le temps fait son œuvre et que le savoir finit par s'épaissir, un petit peu se solidifier en quelque chose de plus valable. Mais le marxisme aujourd'hui, il est urgent de le redécouvrir, ne serait-ce que pour se dessiller les yeux. Je terminerai en disant que pour moi, la percée de Zemmour, je le comparerais à l'arrivée de Gorbatchev en URSS. Parce que, de même qu'il y avait une censure absolue dans le pays totalitaire qui était l'URSS, il y a une censure non moins effrayante dans une démocratie française, mais qui est dans la souveraineté populaire est subtilisée par une clique de médiatico-politique qui représente qu'elle-même, c'est-à-dire très 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 peu de monde. Voilà. Et il est urgent donc de renverser la table, comme cela vient d'être fait. Et enfin, j'espère que la France va prendre en main son destin en ayant l'occasion véritablement de faire des choix et en toute lucidité, en sachant qu'elle peut effectivement agir sur sa destinée. Je rappelle que moi, comme une personne d'origine russe, j'ai été navré de voir ma Russie détruite par le marxisme lors de la révolution de 1917, et que je suis navré de voir les avatars du politically correct qui dérivent en droite ligne des mauvaises pentes de mai 68, par ailleurs a eu des bons côtés aussi, mais et qui amène la France au bord du précipice. Donc il est plus que temps maintenant de se relever et de reprendre un petit peu conscience, raison, optimisme, parce que la chose la plus importante dans le marxisme, c'est qu'on pense que l'homme n'est pas libre. Or, l'homme est libre, justement. Il a une dignité, et cette dignité, eh bien, c'est justement dans sa liberté de réorienter sa vie et celle de la société dans laquelle il habite. D'accord. Alors, au niveau de l'actualité littéraire, pour vous, là, je sais que dernièrement, vous étiez au Salon du Livre de Montsartou. Il y avait des grosses personnalités du monde de l'écriture, au Salon de Montsartou. Salon du Livre de Nice aussi, non, je crois? Oui, oui. Voilà. Quelle est la prochaine? Là, on est à Saint-Laurent-du-Var. Oui, là-bas, chez la prochaine, normalement, c'est le salon de Roquebrune. Ouais. Alors, c'est amusant, ces salons, parce qu'on voit descendre les grandes pointures, grandes pointures parisiennes. Là, à Nice et à Montsartou. À Nice, il y avait Michel Onfray. Ouais. Sur mon stand de la Procure, il y avait François-Olivier Gisbert. Il y avait d'ailleurs Zemmour qui était venu dédicacer son bouquin juste à côté, à l'Acropolis. Enfin, il y avait plein de personnes. Mais bon, auxquels vous ne tendez pas le micro, parce que c'est pas la peine, ils ont suffisamment, ils ont ce qu'il faut. Des antennes spéciales. Voilà, voilà. Après à Montsartou, c'est une autre ambiance, mais il y a toujours les grandes pointures parisiennes qui viennent avec des conférences. Voilà. Et là, on est dans un petit salon. Mais Roquebrune aussi, c'est un petit salon beaucoup plus petit où il y a quelques pointures. Je me souviens, par exemple, alors c'est des choses qui marquent le petit provincial que je suis. Derrière la table à laquelle j'étais, il y avait Ségolène Royal, il y avait des gens d'ordinaire on peut pas approcher, quoi. Oui. Ça ne m'était arrivé que lorsque j'étais en poste à Moscou, quoi, de pouvoir parler
parler avec des ministres, des ambassadeurs, etc. Sinon, il y a ce fameux mur de verre idéologique dont j'ai parlé, qui vous laisse totalement à part. Vous savez, c'est la chanson de Souchon, toute cette eau qui vous sépare. Et bien là, je dirais, c'est tout ce verre qui vous sépare, ce verre de zéreux, hein, et qui vous laisse à part. Voilà. Donc il faut à un moment donné sortir de là. Donc je vous remercie beaucoup Jérôme de me donner la possibilité de parler à l'antenne. Et puis on vous retrouve aussi tous les mois dans le Facebook des éditions RIC avec le mot du billet du professeur Kolesnikov. Le billet du professeur Kolesnikov. Le numéro 9. Là ça va être le numéro 10 bientôt. Le 10 il est déjà en ligne. Ouais. Il est déjà en ligne sur le site des éditions RIC et il s'appelle L'Occident, Poutine et la démocratie. Et le numéro 11 qui est déjà... Alors c'est le 11, celui du mois de novembre peut-être. Celui du mois le mois d'octobre, je l'ai déjà lu. Oui, alors le 11, ce sera les dégâts du bolchevisme dans les têtes. Alors ça me tient aussi à cœur parce que la France est championne du monde des dépenses publiques par rapport au PIB. Et en même temps, on manque cruellement de policiers, de fonctionnaires, de médecins, de magistrats, etc. Chercher l'erreur. Alors moi, j'essaie de montrer que on gaspille chaque année 100 milliards d'euros qu'on jette littéralement par les fenêtres pour des erreurs absolument pas de gestion. Non, ça c'est la bêtise des libéraux qui s'imaginent qu'on fait du gaspillage parce que ça serait de l'argent public, donc c'est gaspillé. Je pense à Fillon qui voulait supprimer 500 000 fonctionnaires. Je pense que ce gars-là, il aurait fallu l'interner tout de suite dans la maison des fous, hein, parce que pour dire des bêtises pareilles, c'est pas possible. Non, les erreurs sont des erreurs politiques. Voilà, on ne veut pas comprendre que ça sert à rien, par exemple, d'avoir tout le monde à bac+5 dans un pays. Les Allemands sont pas aussi idiots que nous. Ils mettent une classe d'âge au baccalauréat et c'est largement suffisant pour les besoins de l'économie et ça permet aux autres de trouver leur trou, de faire leur vie dans des secteurs qui leur conviennent. Alors bon, nous, la France, on va pas s'aligner sur le modèle allemand, mais si on revenait avec une école bâtie sur les mesures naturelles, les besoins naturels de la France. Les besoins naturels, vous savez, il suffit de dire bon, vous avez la moyenne, vous passez, vous n'avez pas la moyenne, vous passez pas. Mais c'est pas la peine de baisser la moyenne, hein, c'est ça. Voilà. Alors une fois que vous avez ça, vous avez naturellement une classe d'âge, le tiers d'une classe d'âge au bac et pas plus, et ça suffit. Et le reste quoi? Le reste, par exemple, créons un secteur public. Puisque c'est vrai, c'est le génie de la France. Créons un secteur public de la croissance verte et réembauchons tous ces étudiants qui ne sont pas des intellectuels et qui feront des ingénieurs et des techniciens qui seront parfaitement heureux pour développer demain des secteurs d'avenir qui profiteront à la France, qui leur profiteront à eux, qui permettront à tout le monde d'avoir enfin une vision optimiste des choses parce que c'est tout à fait possible. Je les ai répétées toute ma vie professionnelle. Nous faisons des bêtises, nous ne les voyons pas et nous passons notre vie à les corriger. Ça, c'est le meilleur des cas parce que jusqu'à présent, on ne les corrige pas, ces bêtises. Voilà. Ok, merci à vous Sergueï Kolesnikov et vos œuvres, vos livres sont sur éditionric.fr. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée sur le salon de Saint-Laurent-du-Var. Merci Jérôme. Au revoir. Alors petite précision, vu que nous n'avons pas pu faire le tour de tous les auteurs du salon, certains auteurs et autrices ont été interviewés par nos soins en amont de ce salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Je tiens notamment à les citer. Il s'agit de Lise Muscat, Alain Viau, Eddy Magerie et Annette Lelouch. Vous pouvez retrouver leurs interviews écrites que nous avions fait avec eux cet été 2021. Sur notre site radio, vipradioonline.fr, vous allez en rubrique podcast actualité, vous allez sur la page du comité de sauvegarde du vieux village de Saint-Laurent-du-Var et vous pouvez retrouver leurs interviews écrites parce que même en étant sur ce salon, c'est vrai que le temps nous a manqué pour les interviewer tous les uns après les autres. Voilà.
Voilà, nous sommes au terme de notre émission radio Les Rencontres de RVPB pour VIP Radio Online. Merci à nos invités littéraires, notamment les 3 que nous avons pu interviewer sur le Salon du Livre. On n'a pas pu faire le tour de tous les auteurs, sinon on y serait resté bien plus longtemps. Mais merci en tout cas à tous ces auteurs azuréens et notamment particulier nos invités Laurent Reynaud, Sergueï Kolesnikov et Julie Génère. Merci à nos artistes musicaux qui nous ont accompagnés en musique, M. Boudax et Roger Serge. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés sur notre antenne RVPB vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis la 24e édition du Salon du Livre et à très bientôt pour de prochains reportages.